pourquoi le niveau de la mer Méditerranée augmente. Dans la dernière vidéo que j'ai enregistrée, j'ai parlé de l'augmentation de la salinité de l'eau de mer dans les années à venir et j'ai parlé également de l'évaporation. Donc dans ce contexte-là, comment se fait-il qu'on va avoir dans les années à venir une évaporation importante d'un côté et de l'autre côté une augmentation du niveau de la mer Méditerranée? Il faut savoir qu'aujourd'hui, le niveau de la mer Méditerranée augmente de 2,4 mm par an. Elle n'est pas la seule, il y a beaucoup de mers dans le monde qui voient leur niveau augmenter, et également les océans. Sur les océans, on va être de l'ordre de 3,3 mm par an. Bien évidemment, tout ça, ce sont des moyennes. Suivant où on se trouve, ça peut monter jusqu'à 4 mm par an. Il faut savoir que ce niveau d'augmentation, cette vitesse d'augmentation du niveau de la mer, augmente d'année en année. Par exemple, il y a 30 ans, le niveau de la mer Méditerranée augmentait seulement de 1,5 mm par an. Donc on voit, plus le temps passe, plus la vitesse d'augmentation croît avec le temps. Alors pourquoi ? Quand je pose la question à mon entourage, la première réponse, voire souvent la seule réponse, c'est la suivante. Beaucoup me disent que l'augmentation du niveau de la mer est due à la fonte des glaciers et des calottes polaires. Les glaces, donc l'eau sous forme de glace, va fondre et cette eau va être transportée par les fleuves et va se retrouver dans la mer. D'ailleurs, moi je suis savoyarde, je viens de Savoie et chez moi on a une mer, la mer de glace. Donc c'est un gros glacier qui se trouve pas très loin de Chamonix. Et ce glacier fond d'année en année et ne récupère pas sa glace. Donc toute l'eau qui était présente sous forme de glace va fondre et cette eau liquide va se retrouver dans les fleuves et va finir sa course dans la mer Méditerranée. Alors effectivement, l'une des réponses à cette augmentation du niveau de la mer et des océans est due en effet à la fonte des glaciers et des calottes polaires. Mais en mon sens, ce n'est pas la première raison. La première raison, c'est une raison qui n'est pas connue, ou du moins c'est pas une raison à laquelle on pense de prime abord. C'est un phénomène qui entre en jeu, qui est le phénomène de dilatation thermique. Alors la dilatation thermique, qu'est-ce que c'est ? Il faut savoir que l'eau, c'est une molécule, H2O, donc une molécule composée d'un atome d'oxygène et de 2 atomes d'hydrogène. Chaque molécule d'eau est reliée entre elles, ce qu'on appelle des liaisons hydrogènes, mais en gros, une molécule d'eau est reliée à 4 autres molécules d'eau. Et ce phénomène de dilatation thermique, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement avec l'augmentation des températures, l'eau va se dilater, c'est-à-dire qu'elle va prendre plus de place, elle va prendre plus de volume. Si je fais un parallèle avec nous humains, imaginons que je suis avec 4 amis dans une pièce. Donc au total, nous sommes 5. En hiver, qu'est-ce qui se passe ? Donc on est dans cette pièce, pas de bol, il y a de la neige, il y a des grosses tempêtes de neige, on ne peut pas sortir et faire des activités hivernales. En plus de ça, on a froid. Donc qu'est-ce qu'on fait ? On va venir se coller les uns les autres. On va moins bouger pour garder notre énergie et on va venir se coller les uns les autres pour garder notre chaleur, notre énergie et se réchauffer. En été, au contraire, ce qui va se passer, c'est qu'on va s'éloigner. Moi, je veux pas mes amis près de moi. Au contraire, je vais avoir trop chaud. Donc éloigne-toi, éloigne-toi, éloigne-toi. Donc on va s'écarter les uns les autres. On va être plus enclin à bouger. On va peut-être danser. Donc on va s'éloigner les uns les autres. Pourtant, on est toujours ensemble, mais on se sera éloigné et on aura pris plus de place dans la pièce. Donc c'est ça le phénomène de dilatation thermique. L'eau va bouger et va prendre plus de place, plus de volume. Il y a d'ailleurs une expérience qu'on peut faire à la maison. On peut prendre 2 bouteilles d'eau identiques, vides. Dans chacune de ces bouteilles, on va mesurer un même volume d'eau. Donc par exemple, on va prendre 1 litre d'eau. Donc dans la première bouteille, on va mettre 1 litre d'eau. Dans la seconde, un autre litre d'eau. On prend un marqueur, on fait un trait au niveau de la hauteur de l'eau dans chacune des bouteilles. On pourra avoir un repère. L'une des bouteilles, on va la placer au congélateur, 10-20 minutes, pas plus. Le but, c'est pas qu'elle soit congelée, c'est juste qu'elle soit bien froide. Et l'autre bouteille, on va la mettre à chauffer au bain-marie. Alors bien évidemment, on ouvre le bouchon, on peut mettre un ballon de baudruche dessus. Le but, c'est pas qu'elle bout, c'est juste qu'elle soit chaude.
Donc on laisse le temps passer et après on retire les 2 bouteilles et on compare comme ça le niveau d'eau par rapport, donc entre les 2 bouteilles et puis par rapport au niveau initial. Et là, on devrait constater que l'eau présente dans la bouteille qui a été réchauffée, le niveau d'eau a augmenté. Donc c'est comme ça qu'on peut observer ce phénomène de dilatation thermique. Alors, donc cette montée des eaux, elle va provoquer plusieurs choses, et notamment ici, donc je suis toujours à la plage de l'Espiguette. Là, si on regarde bien, c'est la fameuse plage d'Espiguette avec la mer au loin. Donc je me suis protégée parce qu'il y a du vent, donc j'espère que la vidéo est audible. Et donc ce qui va se passer à côté de la plage de l'Espiguette, on a des villes comme Montpellier, mais on a d'autres villes qui sont plus proches du littoral, qui sont des villes balnéaires, donc estivales, qui sont par exemple Carnon, Palavas-les-Flots, on va retrouver la Grande Motte ou le Grau-du-Roi. Et le risque avec cette augmentation du niveau de la mer, c'est que ces villes se voient à l'avenir inondées ou partiellement submergées. Pourquoi ? Tout simplement, le niveau de la mer va augmenter. Avec les vents, avec les vagues, ça va éroder le littoral, les côtes. Donc éroder, érosion, ça veut dire on enlève, on retire de la matière. Et comme ça, le niveau de la mer va augmenter et donc ça risque d'inonder et de submerger ces villes. Qu'est-ce qu'on peut faire pour arrêter ce phénomène ? Donc c'est déjà des choses qu'on met en place depuis de nombreuses années. Et ça risque de s'accélérer dans les années à venir. Donc la première chose, c'est créer des digues. On va créer des digues pour empêcher ce phénomène. On va également pouvoir ensabler, c'est-à-dire qu'on va aller chercher de la mer soit sur d'autres plages, soit dans la mer, et on va venir déposer du sable pour créer des plages et donc ensabler le littoral. On peut également pomper, donc on va pomper l'excès d'eau et le rejeter plus loin. Et on peut également recréer des espaces naturels pour créer des zones tampons qui vont absorber le surplus d'eau et éviter que les villes soient inondées, submergées. Alors tous ces aménagements ont un coût déjà à la réalisation. On parle de plusieurs milliers, voire même plusieurs millions d'euros de construction du kilomètre. Et ces infrastructures ont aussi un coût d'entretien annuel, puisqu'il faut les réparer, il faut les entretenir. Alors donc là, je viens de penser que j'ai parlé du Grau-du-Roi. Alors le Grau-du-Roi, c'est un peu différent, il ne va pas être touché directement par l'augmentation même du niveau de la mer, ça si, mais indirectement, c'est-à-dire que cette ville risque d'être inondée par l'arrière. Pourquoi ? Ici, donc on est sur la plage de l'Espiguette. Et à ce niveau-là, sur cette plage, que je remonte ici, sur cette plage, au contraire, on n'a pas un phénomène d'érosion, c'est-à-dire on n'a pas un phénomène où on va venir enlever, retirer de la matière, mais au contraire, on a un phénomène d'accrétion. L'accrétion, c'est le contraire de l'érosion, ça veut dire qu'on apporte, on amène, on apporte de la matière. Donc sur cette plage, contrairement au reste du littoral, on va avoir un retrait de la mer et une plus grande plage. Donc une plage qui s'agrandit. Pourquoi ? On a des alluvions. Donc les alluvions, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des sables, des cailloux, du limon, de l'argile, qui vont être transportés des continents par les fleuves et vont être déposés donc à la fin des fleuves. On a un débit de l'eau qui ralentit au contact de la mer et on va avoir un dépôt dû au courant marin et notamment au vent marin. Et c'est ce qui forme en fait les deltas et les plages. C'est ce dépôt d'alluvions. Donc ici sur cette plage, on a surtout le Grand Rhône et le Petit Rhône qui vont venir déposer donc ces fameuses alluvions, ces fameux sables, ces cailloux, etc. Et donc c'est comme ça qu'on a cette plage de l'Espiguette qui se crée. Donc comment le Grau-du-Roi va être inondé à l'avenir ? Tout simplement, on a des canaux, des lagunes qui ont été créées par l'homme pour ces activités. Je pense notamment à l'activité agricole, pour les salins, également pour les rizières, car oui, on cultive du riz en Camargue. Et donc le riz, c'est qu'à l'avenir, avec l'augmentation du niveau de la mer, on voit ces canaux, on voit de l'eau arriver en masse dans ces canaux, dû notamment quand il y a des grosses vagues, des choses comme ça. Et donc ça va venir à ce moment-là inonder le Grau-du-Roi
par l'arrière. D'ailleurs, du côté Grau-du-Roi, Port-Camargue, à l'époque, donc on voit que c'est des phénomènes qui évoluent avec le temps. Et à l'époque, cette plage de l'Espiguette, elle n'existait pas. Au même titre qu'on a une ville qui s'appelle pas très loin Aigues-Mortes. Aigues-Mortes, c'était une ville qui donnait directement sur la mer Méditerranée. Elle a été baptisée comme ça par Louis IX comme ville pour ses croisades, puisqu'elle donnait accès directement à la mer Méditerranée. Aujourd'hui, Aigues-Mortes, elle est dans le continent, c'est-à-dire elle est beaucoup plus loin que la mer. La mer a reculé et on a cette plage de l'Espiguette qui s'est créée. D'ailleurs, on a un phare, le phare du Grau-du-Roi. Alors ce phare, au début, prévenait les navires. Et en fait, ce qui s'est passé au fil du temps, c'est qu'avec cette plage qui s'est agrandie, avec cette accrétion, des navires se sont échoués. Beaucoup de navires se sont échoués. D'ailleurs, on appelle toute la pointe, derrière moi, on appelle ça le cap sinistre, le cap des sinistrés, parce qu'il y a eu beaucoup de bateaux qui ont échoué ici, du fait qu'ils voyaient le phare, mais qu'il y avait quand même ce banc de sable qu'ils ne voyaient pas. Et donc les bateaux s'échouaient dessus. C'est pour ça que d'ailleurs, à l'autre bout de la plage de l'Espiguette, donc tac tac, si je te mets tout là-bas, on a un autre phare qui a été construit, lui, 40 ans plus tard, justement pour prévenir du fait qu'il y ait cette plage, et donc pour éviter qu'il y ait des échouages. Et ce phare, aujourd'hui, n'est même plus proche de l'eau, puisque comme je te l'ai dit, la plage augmente, elle prend de la place sur la mer, et la mer, à cet endroit-là, recule. Donc voilà, ici on a un phénomène d'accrétion et juste derrière d'érosion. Globalement, à la sortie de tous les fleuves, c'est ce qui se passe. On a les deltas, les plages, donc des phénomènes d'accrétion et derrière d'érosion. Alors, comment pallier à ce phénomène? Donc, je l'ai dit. Maintenant, quand je parlais d'ensablage tout à l'heure, on peut créer des dunes. Donc on a ici, je t'en parle vite fait, je ne sais pas si c'est visible, mais on a des dunes de sable blanc type du Sahara. Donc les fameuses barcades qui, elles, sont des dunes qui se créent donc, au fil du temps, hein, les vents les font, les défont, etc. Mais on a des dunes qui sont fixes, comme celles qu'on voit au fond. Donc celles-ci, elles peuvent être effectivement... elles sont fabriquées par l'homme, c'est-à-dire on va mettre du sable, on va mettre des plantes, notamment la première plante, ça va être des zoyas. Donc, des zoyas, ce sont des grosses plantes avec des grosses racines qui vont chercher bien profondément, qui vont maintenir la dune, et après il y a d'autres plantes qui vont venir se greffer par-dessus. Donc c'est comme ça qu'on peut créer des dunes, et ça peut maintenir effectivement, éviter qu'on ait des inondations, entre autres. La question qui se pose, c'est vu les coûts faramineux que ces infrastructures engendrent, est-ce que ça vaut le coup de les mettre en place? Donc ça fait des années qu'on en met en place et on voit que ça coûte de plus en plus cher. Je pense ici, donc il y a Port-Camargue qui est un port de plaisance, qui d'ailleurs a été créé avec toutes les années d'accumulation d'alluvions. Donc Port-Camargue a pu se créer comme zone touristique, juste derrière moi, sur ce phénomène d'accrétion justement. Donc on voit que ça se fait, que ça se défait. C'est pas à moi de le dire si ça vaut le coup ou pas financièrement de maintenir ces infrastructures. Ces villes sont des attraits touristiques, donc il y a un côté économique, il y a un côté politique, et il y a tout le côté humain derrière, parce que ça veut dire que si on ne fait rien, ces villes vont être inondées, donc ça veut dire des dégâts. Et si on fait quelque chose, ça veut dire bouger aussi possiblement les populations. Donc impact économique, politique, et puis derrière tout le social qu'il y a derrière. Je pense notamment ceux qui habitent là et qui risquent de perdre leur maison et tout ce qu'ils ont construit, même si ça fait plusieurs générations qu'ils sont là. Je pense également aux vacanciers qui ont l'habitude de venir sur ces côtes. Avec, par exemple, d'année en année, on aime bien, par exemple, dire que nos grands-parents venaient là, nos enfants, nos petits-enfants, etc. Donc quelque chose qui se perpétue. Donc ça risque également de disparaître. Donc il y a tout ce côté aussi humain à prendre en compte. Je pense très sincèrement qu'il faut inclure donc les communautés locales, donc toutes les personnes qui habitent les côtes, dans ces réflexions. Et puis plus largement, une fois que le côté local est pris en compte, plus largement à l'échelle d'un pays, car finalement l'économie, ça touche tout le pays, donc à l'échelle d'un pays également prendre en compte, c'est la vie de la population,
là-dessus. On a ce qu'on peut appeler le retrait... j'ai perdu le mot. Le retrait... Comment est-ce que ça s'appelle? Le retrait souhaité, le retrait... Bref, c'est un retrait volontaire où on va demander à la population, on va bouger la population pour que certains espaces redeviennent naturels, donc que les éléments reprennent leur place, et à d'autres, on va justement endiguer, ensabler, etc., protéger certaines villes. Donc ça permet à la fois d'avoir un côté naturel qui va pouvoir absorber le surplus d'eau, et d'un autre côté, toujours garder quand même un attrait économique, touristique avec cette protection, et ça permet justement d'économiser sur les infrastructures, puisqu'on a de plus petites parties, de plus petites villes, entre guillemets, à sauver. Donc voilà pour cette augmentation du niveau de la mer. Je le répète, l'augmentation du niveau de la mer est due certes à la fonte des glaciers et des calottes polaires. Ce n'est pas, à mon avis, la première raison. La première raison, c'est dû au phénomène de dilatation thermique, c'est-à-dire l'eau va prendre plus de volume, va prendre plus de place. Voilà, j'espère que cette vidéo a été audible parce qu'on a vraiment du vent. Et moi, le soleil se lève, donc je vais aller piquer une petite tête. Nous sommes le 10 septembre 2024. À la prochaine.